Donc Alexis Piron, moi je travaille à EDF, à la division technique générale, unité de mesure d'EDF à Grenoble. Plus spécifiquement, mon activité c'est sur l'instrumentation des barrages pour leur auscultation et leur surveillance. Et j'ai co-rédigé cette présentation avec mon collègue François Morel du CIH du Bourget-du-Lac qui vous fera à la suite de cette présentation une sur un cas plus concret, le barrage du Laouzas. Alors tout d'abord, en tout cas d'un point de vue de maître d'ouvrage, qu'est-ce que c'est, pourquoi surveiller? D'abord pour des aspects sûreté, en anticipant les précurseurs et en intervenant pour mettre en œuvre des parades si besoin. Pour être en conformité vis-à-vis des règles de l'art et de la réglementation, et diminuer et optimiser les coûts de maintenance. Alors là, pour le sujet spécifique des tirants, pour pouvoir faire leur surveillance, on va mettre en place des contrôles périodiques devant permettre de vérifier l'état de ce tirant. Donc on va regarder l'adéquation de la traction exercée par tirant, l'usure par corrosion, l'intégrité et l'état du capteur qui nous sert à mesurer au fil de l'eau la tension, la traction effective dans le tirant. La surveillance doit être décidée dès la conception pour être mise en place dès la construction. Envisager une surveillance après coup, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Il n'y a pas forcément de technique bien mature aujourd'hui à part le pesage, mais on va parler du pesage. Pour le faire, encore faut-il qu'il soit possible. Donc je vais faire défiler en fait le chapitre 8.6 du TA4 2020. Je vais suivre ce qu'il y a dans le texte. Donc l'instrumentation des tirants n'a pas pour objectif de fournir une mesure précise de la traction, mais plutôt de suivre son évolution dans le temps afin de détecter un comportement anormal avant que des désordres n'affectent la structure. Chercher le kilonewton, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de suivre l'évolution de la tension dans le tirant au fil du temps. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un tirant géotechnique instrumenté. On voit en rouge les données brutes, donc on voit les pertes différées dans le jeune âge, on va dire, du tirant, et puis on voit un effet saisonnier. Alors nous, sur les barrages, c'est des phénomènes qu'on voit assez régulièrement. Donc ça nous intéresse de pouvoir corriger ces données. Donc on a des modèles pour pouvoir tout ramener à conditions identiques, et on voit, voilà, typiquement un tirant qui se comporte, ma foi, plutôt bien. Donc ça nous permet de suivre l'évolution dans le temps. Notamment, donc, comme je viens de le dire, pour détecter éventuellement des comportements anormaux. Donc, autre exemple de tirant géotechnique instrumenté. Cette fois-ci, la cellule a détecté une très sensible baisse de tension dans le tirant. Pour X raisons, ceci n'a pas été contrôlé tout de suite. Un pesage a été réalisé. Après tout, le capteur raconte peut-être n'importe quoi. Donc pour pouvoir vérifier cette mesure, on a réalisé un pesage. On s'est aperçu qu'en fait c'était le tirant qui était défaillant. Le tirant a été réceptionné à une tension inférieure. Et puis au bout de 5 ans, on a refait une campagne de pesage pour contrôler que le capteur était toujours correct et que la tension qu'on avait mis en place, donc qu'on avait remis 5 ans auparavant, était toujours là. Donc là, ici, c'est bien le capteur a bien identifié un comportement anormal. Les tirants définitifs qui ont une durée de vie supérieure à 2 ans, pour ceux-ci, on va réaliser un contrôle périodique durant toute la durée de vie du tirant. En général, ce sera un contrôle trimestriel la première année, puis annuel tout au long de la vie du tirant à une période fixe pour essayer d'être dans les conditions identiques à chaque fois. On peut rapprocher cette fréquence si des variations saisonnières influencent le comportement de l'ouvrage, comme je vous l'ai montré précédemment. Typiquement, nous, sur les barrages, on a fait le choix de faire une mesure mensuelle la première année et trimestrielle pour pouvoir observer, et on les observe, ces phénomènes saisonniers, donc des mesures trimestrielles tout au long de la vie du tirant. Pour les tirants provisoires dont la durée de vie est inférieure à 2 ans, le CCTP doit préciser si le contrôle périodique de la traction est exigé. Et là, je vous ai mis donc 2 exemples de tirants de tête instrumentée. Celle-ci, vous la retrouvez dans le texte, et celle-ci, c'est sur une conduite forcée. Alors, pour pouvoir instrumenter, il y a des conditions préliminaires. Donc, la tête d'un tirant équipé d'un appareil de contrôle, je vais souvent employer le terme cellule de charge, doit également être compatible avec une mesure directe de la traction par pesage pendant toute la durée de vie du tirant. Le pesage, il permet de critiquer l'appareil de contrôle. Aujourd'hui, c'est la seule technique mature qui permet de critiquer si mon capteur il dérive ou pas. Donc tous les tirants devraient être compatibles avec cette technique de pesage. Alors j'ai mis des exemples de têtes assez connues, tête à ergot, avec la cellule de charge en dessous, des têtes filetées. Et je me suis permis de mettre aussi en photo une tête d'ancrage lisse, parce que récemment,
on a fait développer une technique de pesage pour aussi ce type de tête, qui a priori n'était pas faite pour subir un pesage, et ici on a pu le faire. Donc comme quoi, moyennant quelques développements, parfois il est possible de trouver des solutions. Autre type de tête d'ancrage cette fois-ci, donc c'est des produits qui apparaissent sur le marché depuis quelques années maintenant, des têtes d'ancrage que nous on appelle démontables. Nous, dans le cadre de la sûreté des ouvrages, ce qui nous intéresse, c'est qu'on les instrumente pour pouvoir surveiller leur tension dans le temps, mais si le capteur est défaillant, comment faire? Donc il faut être capable de remplacer ce capteur. Donc pareil, on a fait développer des têtes d'ancrage démontables. Alors ici, vous avez un exemple de tête où le démontage nécessite le déclavetage complet du tirant, donc une détente complète, ce qui limite finalement dans le temps le nombre d'opérations qu'on va pouvoir réaliser, puisqu'il va falloir à chaque fois remordre avec les clavettes en dessous de la précédente morsure. Donc ça limite dans le temps. Là, typiquement sur ce tirant, on sait qu'on pourra faire 2 démontages si on veut, pas plus. Là, les gens de Fraissinet dans la salle doivent reconnaître leur tête. C'est une tête beaucoup plus aboutie, où cette fois-ci, on n'a pas besoin de retirer les clavettes. Les clavettes restent en place. Donc c'est une tête démontable, où on va pouvoir démonter, moyennant une très légère baisse de tension, mais les clavettes n'ont pas bougé, on va pouvoir remplacer le capteur s'il est défaillant. Ici, je rappelle un tableau qui est dans le texte, qui était déjà dans le TA95, sur le nombre d'appareils de contrôle qu'on peut mettre en place sur un ouvrage. Alors, je vous ai mis 2 exemples de photos. Hein. Alors, désolé, moi j'ai surtout des photos de barrage. Ici, on a un ouvrage avec 26 tirants, dont 3 instrumentés, donc, qui respectent les 10% préconisés par le TA. Et puis ici, François y reviendra après, c'est le barrage du Laouzas, où on a 19 tirants et eux sont tous instrumentés. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher comme appareil de contrôle? Cellule de charge pour pouvoir mesurer cette tension, cette traction dans les tirants. On va chercher des appareils fiables, pas forcément précis, mais en tout cas fiables dans le temps. C'est possible qu'ils ne dérivent pas, mais encore faut-il le vérifier. Des appareils simples d'utilisation, robustes, parce qu'ils peuvent être dans des environnements difficiles, et adaptés à la traction maximale exercée. Donc sur le marché, il y a différentes technologies qui coexistent, hein, des cellules hydrauliques, électriques, que ce soit à corde vibrante ou à jauge de contrainte, des cellules à magnétostriction inverse qui, elles, sont le long du tirant, et non pas sous la plaque, enfin, pas directement sous la tête, et puis aussi des cellules à fibre optique. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est évaluer avec ces appareils de contrôle la traction avec une précision au plus égale à 10% par rapport à l'effort déduit de la pression du vérin qui est pris comme référence. On insiste là-dedans, le vérin est la référence, ce n'est pas le capteur. Le capteur, on va le mettre en place sur site, mais le vérin va nous permettre de vérifier, de le contrôler lors de sa mise en place, et le vérin, à travers un pesage, va nous permettre de faire de la vérification métrologique au fil du temps. Donc ce sera toujours le vérin qui fera foi. Il est là pour critiquer la cellule. La cellule, elle a été étalonnée en laboratoire, à 20 degrés, dans des conditions maîtrisées. Là, maintenant, on est sur un site. Encore faut-il vérifier que ce capteur fonctionne bien. Et puis, on peut aussi envisager de faire de la télémesure et de raccorder le capteur à un automate ou à une centrale d'acquisition. Pour ce qui concerne la mise en œuvre, il va falloir prévoir l'espace suffisant pour l'implantation et l'accessibilité, notamment lorsqu'on met des têtes d'ancrage démontables, ça prend un petit peu de place comme vous avez pu le voir. Donc il faut prévoir effectivement, typiquement dans ce type de niche, on ne se rend pas bien compte, mais voilà, il y a une certaine profondeur quand même. S'assurer la planité des surfaces d'appui et leur perpendicularité par rapport au tirant. On sait que certaines technologies de cellules de charge sont sensibles aux défauts de planité. Donc ça, c'est notre retour d'expérience. Donc il faut effectivement s'assurer que tout soit bien plan. Selon les sites, alors ça c'est en fonction, hein, prévoir une protection contre la foudre et ou la submersion. Prévoir la protection contre la corrosion, si notre capteur est là pour toute la durée de vie du tirant. S'assurer du cheminement, l'étanchéité, la protection du câble électrique, s'assurer la possibilité de périodiquement calibrer et remplacer l'appareil de contrôle dans le temps s'il est défaillant. J'ai remis ici deux figures qui sont dans le texte, donc deux exemples de montage, avec ici un appareil de contrôle à l'air libre, et ici un appareil de contrôle qui est dans le capot de protection et qui est même lui aussi noyé, qui peut aussi être noyé dans la cire pétrolière par exemple, pour pouvoir le protéger aussi de la corrosion, au même titre que la tête. Donc on a choisi notre capteur, on veut l'installer sur site, et comme je l'ai dit, maintenant il va falloir le réceptionner, s'assurer qu'il fonctionne correctement. Donc première chose, on va demander un certificat d'étalonnage au fabricant. On va vérifier une fois sur site son zéro, la mesure à vide.
On ne sait pas ce qui s'est passé durant le cheminement jusqu'au chantier et sur le chantier ce qui a pu se passer. Donc on va vérifier tout ça. On va profiter des paliers durant l'essai de contrôle et la mise en tension pour réaliser un deuxième niveau de vérification en comparant l'effort appliqué par le vérin et la lecture de l'appareil de contrôle. Et c'est là que le texte met en place un critère de réception. On ne va pas regarder les premiers paliers. Les premiers paliers ne sont pas représentatifs. Les différents éléments mécaniques se mettant en place, on sait qu'on a des écarts assez importants entre la cellule et le vérin. Ce qu'on va regarder, c'est les 3 derniers paliers. Et le critère qu'on a mis, donc, c'est être à 10% la lecture à la cellule et doit être inférieur à 10% à la lecture au vérin. Durant ces 3 paliers, ces 3 derniers paliers. Donc ça, la réception, c'est à la mise en place. Maintenant, au fil du temps, il faut faire de la vérification métrologique. Il faut s'assurer que son capteur il ne dérive pas, qu'il mesure correctement la tension qu'on souhaite lire. Aujourd'hui, la seule technique mature qui existe pour pouvoir critiquer ce que raconte la cellule, c'est le pesage. Alors la périodicité, elle sera définie dans le dossier de maintenance ou équivalent. Et il y a un nouveau critère aussi pour vérifier cette dérive potentielle. Donc le pesage, qui consiste à faire une mesure de la tension par décollement de la tête. Donc il y a certaines prescriptions tout d'abord. Interdire, parce que c'est une opération quand même assez sensible, il faut faire attention. Interdire l'accès de la zone d'essai aux personnes qui ne sont pas concernées, donc tout ça est rappelé dans le texte. Confier l'opération à du personnel formé et entraîné. Utiliser du matériel en bon état et étalonné, avec des moyens de mesure précis, que ce soit le comparateur ou le manomètre du vérin, etc. On voit encore trop de manomètres à aiguille où la lecture est un peu parfois difficile. Vérifier que les têtes de tirant ne présentent pas de défauts apparents. Et donc les objectifs du pesage, évidemment le premier objectif c'est mesurer la traction dans le tirant. Mais il a d'autres vertus ce pesage. Il nous permet aussi de critiquer l'appareil de contrôle, la vérification métrologique. Il nous permet de requalifier le tirant par des paliers d'épreuves supplémentaires si nécessaire. Et d'ajuster la traction si besoin. Alors quand? Alors ça sera fait périodiquement pour le contrôle, spécifié dans le dossier de maintenance des ouvrages. Et il peut être déclenché à tout moment si des anomalies sont observées. Là, je vous ai mis différentes photos. Donc, il s'agit du même tirant, donc une opération de pesage. C'est un multitoron avec une tête filetée, avec les différents matériels, la cloche, la chaise d'appui, donc le vérin hydraulique, écrou, tige de traction, et puis le comparateur ici pour mesurer l'allongement, et le manomètre du vérin. Et ce qui pour nous est important aussi, c'est que l'opérateur ici est capable de tracer en direct, on va y venir après, est capable de tracer en direct la courbe de pesage, et donc d'identifier tout de suite s'il y a un problème ou pas. Donc on en vient à cette fameuse courbe de pesage. Donc voici un peu le processus qu'il faut suivre pour réaliser de façon idéale le pesage. À la montée en pression dans le vérin, on va tâcher de réaliser au moins 6 points avant le décollement de la tête, donc le décollement qui est représenté ici par la variation de pente. Une fois que la tête est décollée, on va réaliser à minima 4 points jusqu'à la traction maximale. Puis, lors de la redescente, on va tenter de réaliser plusieurs points avec des incréments beaucoup plus rapprochés. Puis, pour le reste de la descente, appliquer les mêmes incréments que lors de la montée. Donc voilà, là on a une belle courbe théorique. On va pouvoir tracer les 2 médianes à ces 2 courbes qui vont donc se couper en un point A, qui est la traction effective dans le tirant. Donc pareil, là j'ai mis à titre d'exemple un pesage qui a été réalisé récemment par les gens de Fraissinet sur ce tirant. Et on s'aperçoit que des fois dans la pratique, on a quelque chose de plutôt propre qui ressemble aussi à la théorie. Donc la difficulté en fait c'était plus ici de pouvoir réaliser un maximum de points pour bien voir la descente, l'enclenchement de la descente au vérin. Alors parfois pour le pesage, la tête n'est pas adaptée à la reprise d'effort et il n'y a pas d'instrumentation. Donc, alors notamment sur les multitorons, il va falloir, même si une surlongueur, si la surlongueur des torons est suffisante, le pesage monotoron est de toute façon déconseillé. On va toujours privilégier de faire un pesage en prenant le bloc. Parfois, on n'a pas le choix. Donc le pesage monotoron, comme illustré ici par exemple, peut être réalisé mais en dernier recours. En aucun cas les clavettes, parce que si vous réalisez du pesage monotoron, forcément, à un moment donné, on va sortir la clavette. Donc elle peut glisser, elle peut mordre à un autre endroit.
Donc, en aucun cas, les clavettes ne doivent être replacées au-dessus de la précédente marque. Danger pour le tirant. Le vérin doit transmettre les efforts à la plaque d'appui équipant la tête d'ancrage par l'intermédiaire d'une chaise d'appui, laissant libre le mouvement du bloc d'ancrage. On doit vérifier que la plaque d'appui peut reprendre la charge appliquée et il faut le privilégier, comme je l'ai dit, une reprise de tous les torons simultanément, donc de prendre le bloc. Je remets l'exemple de la tête lisse. Voilà, moyennant des développements, il y a peut-être des solutions techniques envisageables. Ici, c'était un pesage monotoron. Alors, il arrive qu'on sait par expérience que les torons d'un même tirant n'ont pas forcément la même tension. Donc ça rend compliqué la chose. Les torons ne sont pas forcément coupés, récépés à la même hauteur. Parfois, sur un même tirant, il y a des surlongueurs insuffisantes pour faire du pesage monotoron. Voilà, c'est des choses qui compliquent un peu la mise en place de méthodes pour déterminer la tension dans ces tirants. Alors, il existe d'autres contrôles. Hein. On peut avoir des essais non destructifs, hein, quand le pesage n'est pas possible et quand il n'y a pas d'instrumentation. Alors, ces essais non destructifs sera requiert préalablement un étalonnage approprié lors de la mise en service du tirant ou lors de pesage, si possible. Donc, si vous avez une campagne de pesage, vous pouvez prévoir d'utiliser une technique comme celle-ci pour essayer d'étalonner. Elles peuvent mettre en évidence une anomalie, mais en aucun cas elles ne peuvent remplacer le pesage pour déterminer la traction dans le tirant avec la précision requise. D'un point de vue de la pérennité du tirant aussi, on réalisera des inspections visuelles. Alors, dernière vertu du pesage, c'est l'ajustement de la traction. Alors, pour ajuster, donc on va peut-être sur un tirant, vous avez réalisé un pesage et puis par rapport à la tension d'origine, la tension demandée contractuellement à l'origine, on a perdu quelques dizaines de kilonewtons. À ce moment-là, le maître d'ouvrage va peut-être demander, moi je veux retendre mon tirant à la tension d'origine. Donc cette tension, on peut la déterminer graphiquement, à l'aide du pesage. On a déterminé la traction dans le tirant lors du pesage, et on sait à quelle tension on veut remettre ce tirant. Donc on va pouvoir déterminer graphiquement l'allongement qu'on doit réaliser. Donc pour ça, on va utiliser des cales, éventuellement, pour ajouter de l'épaisseur sous la tête, ou alors sur les têtes d'ancrage démontables que j'ai montrées précédemment, on va visser ou dévisser l'écrou pour remettre à la tension souhaitée. Alors, sur ces têtes d'ancrage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'habitude de parler de retention. Il arrive qu'il faille détendre des fois. J'ai en tête un exemple sur un ouvrage où l'opérateur s'était un peu raté et il a trop tendu le tirant. On était bien content d'avoir ce type de tête parce qu'il a fallu le détendre. Et je crois que j'ai fini. Merci.